des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous dire pour les prochaines années. On va commencer par... on va vous parler des troubles de l'érection. Et on a le plaisir d'avoir un Valaisan qui va revenir au pays l'année prochaine, un diabétologue, endocrinologue, Dr Jonathan Mudry, qui a vécu entre Martigny et Sion et qui a fait sa formation à Bâle, qui a fait aussi de la recherche en Suède, donc une bonne expérience, en tout cas dans le domaine de l'endocrinologie. Je te remercie, Jonathan. Merci Christophe. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Non. Là, c'est mieux. Ok. Si c'est trop fort, n'hésitez pas à me le dire. Alors, le pointeur. Ok. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la fonction sexuelle et du diabète. Je vais rapidement me présenter, car ça fait longtemps que je n'étais pas rentré en Valais. Donc j'ai grandi entre Martigny et Sion. Oui. Ok. J'ai fait mes études de médecine à Lausanne, que j'ai terminé en 2011. Je suis ensuite parti en Suède faire un doctorat en sciences médicales de 2011 à 2016. Et je suis rentré en Suisse à Bâle, où j'ai fait ma formation de spécialiste en endocrinologie et diabétologie, que je viens de terminer ce printemps. J'ai travaillé cet été 3 mois pour Eli Lilly, que vous connaissez sûrement. Et actuellement, je travaille en tant que médecin assistant dans la formation de médecin généraliste à la Maison de la Santé à Sambranchais pour 6 mois. Une notion importante, vu que j'ai travaillé pour Eli Lilly, c'est que ma présentation reflète simplement mes opinions de médecin diabétologue et pas du tout ceux de Eli Lilly. Maintenant, plongeons-nous dans la dysfonction sexuelle. Première question, est-ce une question masculine ou féminine? Dans le flyer, c'était principalement sur l'érection, mais je pense qu'on peut élargir la discussion, car 43% des femmes, durant leur vie, ont des problèmes de fonction sexuelle, et 31% des hommes, selon certaines études. Nous sommes aujourd'hui à la journée du diabète. Est-ce un facteur de risque? C'est clairement un facteur de risque, car 60% des personnes avec un diabète risquent d'être touchées par un problème de fonction sexuelle. C'est donc une question qui se pose pour tous. Le problème de fonction sexuelle est clairement lié au diabète et c'est un problème qui peut être évitable et si le problème se présente, qui est traitable. C'est donc un sujet important à discuter en amont et quand le problème est présent. Quelles sont les causes? Donc les causes, il n'y a pas que le diabète, elles sont très larges. La cause principale est en fait psychogène, typiquement le stress. Si on a une vie active, trop active, si on travaille trop, si on a des événements tristes qui nous touchent fortement, la pression de la performance, dans notre société de la performance, c'est aussi une question importante. Dans ce genre de circonstances, une chose qui peut vous aider à faire le diagnostic de cette cause psychogène, c'est le symptôme typique qui est un début soudain, par exemple lors d'un deuil, ou alors une érection pour les hommes qui fonctionne, mais que partiellement ou que pendant un moment très court. La cause suivante, qui touche principalement les personnes avec le diabète, c'est la fonction vasculaire qui se péjore. Pareil pour les personnes avec trop de cholestérol qui n'est pas traité. Et le symptôme typique, ce serait pour les hommes, encore une fois, de ne pas avoir d'érection matinale. Il y a ensuite la cause médicamenteuse qui est souvent sous-estimée. Pardon. Ça se remarque en fait simplement au moment où on commence un médicament, il y a l'apparition d'une dysfonction sexuelle. C'est très classique avec les antihypertenseurs, ce que beaucoup de personnes âgées ont comme médicament. Donc pensez à ça si vous commencez un nouveau médicament, ainsi que les antidépresseurs. Mais il y a d'autres médicaments, mais ce sont les grands classiques. Pour continuer sur les causes, il y a aussi la cause hormonale. Par exemple, une tumeur au cerveau peut faire un problème hormonal qui fait que la fonction sexuelle ne marche plus.
En cas d'obésité massive, il y a aussi des changements hormonaux qui font que la fonction sexuelle est diminuée. Il y a bien sûr les problèmes neurologiques comme la maladie de Parkinson, les suites d'un AVC, la sclérose en plaques. Et aussi pour les hommes, les problèmes péniens comme la fibrose. Ok, donc ça c'était un tour d'horizon des différentes causes. Maintenant, un petit tour d'horizon des différents traitements possibles avant de se concentrer plus sur le diabète. Pour la cause psychogène, évidemment que la première chose à faire, c'est d'essayer de réduire le stress, la cause de ce problème. Si on ne peut pas le réduire, on peut essayer les antidépresseurs, mais comme je vous ai dit, certains médicaments antidépresseurs exacerbent le problème. Il y a ensuite l'appel à des professionnels par la psychothérapie, la sexothérapie. Et pour parler plus de médicaments, il y a les inhibiteurs de la PDE5, comme le fameux Viagra dont vous avez sans doute tous entendu parler. Nous allons revenir plus en détail sur ce médicament plus tard. Pour les causes médicamenteuses, il suffit de changer de médicament. Pour les hypertenseurs, par exemple, il y a beaucoup de possibilités. Pour les causes hormonales, il faut traiter la maladie sous-jacente, et c'est la même chose pour les causes neurologiques. Pour les causes vasculaires, qui nous intéresseront plus relativement au diabète, il faut traiter la maladie, donc pour le diabète, avoir un diabète bien contrôlé. Et encore une fois, les inhibiteurs de la PDE5 sont le médicament de première ligne. J'aimerais revenir sur la différence entre les hommes et les femmes. Donc les causes et les traitements sont similaires pour les deux sexes. Par contre, malheureusement, les inhibiteurs de la PDE5 n'ont pas montré d'effet significatif chez les femmes. Bon, allons maintenant sur le diabète et la dysfonction vasculaire. Donc, vous le savez sans doute, mais c'est important de le répéter, le corps est fait de beaucoup de vaisseaux, ça part de l'aorte, et ensuite les vaisseaux se divisent, deviennent de plus en plus petits, et les parties les plus distales ont les vaisseaux souvent les plus petits. Pareil pour les nerfs qui partent du cerveau, de la colonne, et ensuite se divisent, et plus on est loin plus on est dans les extrémités, plus les nerfs sont petits. Le diabète est une maladie qui augmente l'inflammation dans le corps, typiquement en cas d'hyperglycémie. Ceci amène par des mécanismes moléculaires pas encore complètement compris à un épaississement de la paroi des vaisseaux, à un gonflement des nerfs, et progressivement, avec des années, à un moins bon fonctionnement des très petits vaisseaux et des nerfs. Quelles sont les conséquences de cette inflammation chronique et de cet épaississement de la paroi et des problèmes des vaisseaux? Le sang fonctionne moins, et le cas classique que vous connaissez sans doute est la raison pour laquelle les généralistes et les endocrinologues contrôlent toujours les pieds des diabétiques. C'est que l'extrémité la plus distale, donc la plus loin, est le pied. Dans le pied, on retrouve des très petits vaisseaux, des très petits nerfs, et qui sont en premier lieu endommagés. Et donc, par là, on perd la sensibilité, on peut avoir aussi des douleurs quand les nerfs ne fonctionnent plus bien. Et c'est un peu la même chose pour les problèmes d'érection. C'est une extrémité fortement vascularisée avec des très petits nerfs et des très petits vaisseaux qui rapidement peuvent ne plus fonctionner. Quels sont les traitements spécifiques, pour le diabète? En premier lieu, prendre régulièrement soin de son diabète, éviter les hyperglycémies. Et en deuxième lieu, malheureusement encore une fois, principalement pour les hommes, les inhibiteurs de la PDE5, donc le Viagra, le Cialis et leurs différents dérivés et génériques. Il existe d'autres options, un peu plus du côté de l'urologie, telles que les injections intracaverneuses, les prothèses péniennes ou les malléables ou gonflables. Parlons un peu plus des inhibiteurs de la PDE5.
quoi? Il y a plusieurs substances. Je parlerai de deux principales, le sildenafil et le tadalafil, qui sont globalement les substances les plus utilisées et avec le meilleur profil. Le médicament original est le Viagra, mais il existe maintenant en générique, et l'autre, le Cialis, qui existe aussi en générique. Pour qui sont ces médicaments? Principalement pour les hommes. Et pour quelles raisons? Pour les problèmes d'érection liés à la fonction vasculaire, donc le cas le plus classique pour les diabétiques, et au stress psychologique. Comment utiliser ce médicament? C'est très simple. L'effet commence au plus tôt 15 minutes après la prise, donc il faut un peu de patience, mais il dure jusqu'à 12 voire 36 heures. Donc grâce à ça, on n'est pas obligé de le prendre juste avant d'avoir un rapport, on n'est pas obligé de prévoir exactement dans son agenda l'heure du rapport, on peut avoir de la spontanéité au moins sur une journée. Le médicament ne va pas faire une érection continue durant toutes ces heures, non, c'est une aide, ça permet une tuméfaction de meilleure qualité, plus ferme, sans avoir un problème, sans rester coincé, disons. Voilà. Les deux substances, donc, pour faire un petit comparatif, le Viagra a l'avantage d'agir plus rapidement, en 15 minutes, mais il dure seulement jusqu'à 12 heures. Les effets indésirables sont principalement les maux de tête et les maux de ventre. En comparaison, le tadalafil prend plus de temps à être effectif et à avoir son effet, donc 45 minutes, mais il a l'avantage de durer jusqu'à 1 jour et demi, 36 heures, et les effets indésirables possibles sont à peu près les mêmes. Je ne sais pas si vous avez entendu quand le Viagra est sorti, en tout cas moi j'avais 10-15 ans, et j'ai souvent entendu des personnes qui seraient mortes en prenant ce médicament ou qui auraient eu des problèmes cardiaques avec ce médicament. J'aimerais vous rassurer, ces médicaments ne sont pas dangereux. Il y a eu plusieurs études qui ont montré qu'ils n'augmentaient pas le risque d'événements cardiovasculaires. Pourtant, il y a quelques petites précautions à prendre. Simplement, éviter ces médicaments dans les 6 mois après un AVC ou un infarctus. Et si la personne qui aimerait en prendre a des capacités physiques très très limitées, c'est-à-dire, par exemple, n'est pas capable de monter 2 étages, dans ce cas, il est conseillé d'aller voir un cardiologue pour faire un test d'effort et être certain que la fonction cardiaque est suffisante. Ou pour toutes les personnes qui prennent des nitrates, tels que le nitroderme ou le nitrolingual, ces médicaments sont déconseillés. Malheureusement, les médicaments pour la dysfonction sexuelle ne sont pas remboursés par la caisse maladie obligatoire. Je me suis permis de vous faire peut-être un petit comparatif pour vous informer du prix de ces médicaments. Une fois le sildenafil, une fois le tadalafil, une fois en Suisse, une fois en Europe. La fourchette de prix est assez large, simplement parce que si on prend une petite boîte de la marque d'original, ou alors si on prend une grande boîte d'une marque générique, le prix varie fortement. Donc pour le sildenafil, en Suisse, il coûte entre 5 et 20 francs la pilule, ce qui n'est pas négligeable. En Europe, il est plus de 2 fois moins cher, entre 2 et 15 euros. Le tadalafil, lui, est à 10-20 francs en Suisse et 2 à 15 euros en Europe. Une question importante, c'est est-ce que nous avons le droit d'importer des médicaments de l'Europe? C'est autorisé par les douanes pour un traitement de 30 jours, donc environ 30 pilules par personne. Quelles sont les alternatives à ces inhibiteurs de la PDE5? En premier lieu, les injections intracaverneuses de prostaglandine qui fonctionnent encore mieux que ces médicaments. Souvent, les gens, quand on commence à parler d'injection dans le pénis, ont beaucoup de peur et d'angoisse. Je peux vous dire que c'est plutôt simple et je crois que si vous avez déjà fait des injections d'insuline, ce n'est clairement pas quelque chose de compliqué. Là, je vous ai mis les 17 étapes parce que c'est vraiment dans le détail, mais
c'est assez simple une fois qu'on l'a fait. Ensuite, les prothèses péniennes malléables sont très pratiques, permettent d'avoir plus ou moins une érection contrôlable. Il faut quand même savoir qu'un implant n'est pas une érection, le pénis reste assez flaccide. La même chose pour les prothèses gonflables, simplement là il y a une extension du pénis et c'est une façon un peu plus avancée. Et sinon, une question qui me semble aussi importante de discuter, c'est l'opportunité de ne pas traiter, car c'est clair qu'il peut y avoir une satisfaction sexuelle sans érection, il peut y avoir une sexualité épanouie sans pénétration, et il peut y avoir une intimité ne nécessite pas forcément de la sexualité. J'arrive déjà à la conclusion. Les problèmes de dysfonction sexuelle sont fréquents, c'est clair. Les hommes et les femmes sont concernés, ce n'est pas qu'un problème d'hommes ou de femmes. Et il est important d'en parler à votre médecin, car avec lui, vous pourrez déterminer la cause et décider du meilleur traitement, ou alors de ne pas traiter. Merci beaucoup. Nous avons un peu de temps pour discussion et questions. C'était très clair. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont des questions. Sinon, je peux déjà commencer. On dit aussi qu'un homme qui commence à avoir des problèmes d'érection a un risque cardiovasculaire augmenté. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus, entre le problème d'érection et le risque de faire un problème cardiaque plus tard ? Alors, c'est exactement. Merci pour cette question. J'ai essayé justement de montrer ce lien entre diabète, inflammation et conséquences vasculaires. Donc, à partir du moment où on a un problème d'érection qui n'est pas psychogène, qui est clairement vasculaire, il y a donc un problème vasculaire qui est en train de se développer. Et par là, s'il y a un problème au niveau du pénis, il peut y avoir un problème ailleurs, dans d'autres artères, et donc au cœur, par exemple. Et donc, il y a un risque vasculaire augmenté. C'est donc un signe précurseur de possibles risques vasculaires augmentés. Est-ce que ça répond ? Très bien, tout à fait. Question ? Maintenant, tu pourrais nous dire comment fonctionnent ces médicaments, les médicaments de la famille du Viagra ? Par quel mécanisme ils améliorent la situation ? J'ai voulu vous éviter ces aspects, mais je les trouve passionnants. En fait, ils inhibent une enzyme qui devrait contracter le vaisseau pour le fermer ou disons le dimensionner à une taille normale. Et donc par ce blocage, le vaisseau peut se dilater et augmenter en volume, donc le sang arrive mieux. Et cette enzyme se trouve principalement au niveau du pénis. C'est pour ça que le médicament fonctionne essentiellement sur le pénis. Mais il fonctionne aussi ailleurs dans le corps. Il y a d'autres membres de cette famille, des PDE, qui sont dans d'autres endroits, et des médicaments assez similaires sont utilisés dans d'autres organes, comme les poumons par exemple. Et pour les nitros, les dérivés nitrés qui sont déconseillés avec ce genre de médicaments, c'est simplement parce qu'eux aussi augmentent la dilatation des vaisseaux, et donc il peut y avoir des chutes de pression artérielle. Voilà. Et avec ce mécanisme d'action, ça peut expliquer les effets secondaires que tu pourrais répéter là? Oui, exactement. Donc les maux de tête et les problèmes abdominaux, typiquement les maux de tête peuvent être liés à une augmentation de la taille des vaisseaux amenant au cerveau, et donc une augmentation du flux sanguin dans le cerveau, et donc des maux de tête, par exemple. Il y a aussi des gens qui ont le nez bouché. Ah, le nez bouché. Oui, j'ai entendu ça des fois. Hein. Okay. C'est des effets secondaires, ouais. Ah ouais, je ne le connaissais pas. Je sais pas si c'est... J'aurais pensé qu'ils auraient peut-être le saignement nasal, mais le nez qui se bouche, ok, intéressant. Question? Ah, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire l'inflammation dans les vaisseaux? Oui. Les petits vaisseaux. Que faire pour diminuer cette inflammation des petits vaisseaux?
pour éviter l'inflammation, il faut être en bonne santé en fait. Il faut prendre soin de sa santé. La mesure qui réduit le plus l'inflammation, c'est l'activité physique, un poids normal et, dans le cas du diabète, un bon contrôle de la glycémie. Avec plaisir. Est-ce que le traitement du cholestérol peut aider à long terme ou bien? Alors, pour l'inflammation, pas forcément, mais pour les dépôts de cholestérol, clairement, et donc ça protège les vaisseaux. Le tabac? Alors, le tabac augmente l'inflammation, donc c'est clairement un facteur péjorant. Alcool aussi, bien sûr. Ouais. Alors, l'alcool, ça a été un grand débat, mais c'est assez clair que c'est péjorant. Ouais. Très bien. Sinon, nous, on est aussi confrontés au problème, parce que les gens, les hommes n'osent pas toujours en parler. Puis c'est vrai que nous, on oublie des fois de poser la question. On devrait le faire systématiquement. Hein. On nous dit qu'il faudrait poser la question. Mais des fois, on ne veut pas gêner les personnes. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à l'Assemblée C'est exactement le message que j'essayais de faire passer. Ça nous concerne tous. Et donc, il ne faut pas se gêner d'en parler. Et je crois que si votre médecin n'ose pas en parler, osez-vous. Ouais. Si vous avez une bonne relation avec lui, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et donc, c'est un sujet qui, comme tu l'as dit, nous devrions l'aborder à chaque fois, mais malheureusement, le temps presse et nous ne le faisons pas toujours. Donc, osez pour vous-même, pour votre qualité de vie. Très bien. Alors, parfait. Je ne sais pas si il y a d'autres questions, c'est tout bon. Sinon, on va passer à la seconde présentation. Oui ? Voilà. Alors, ces médicaments, pour une personne qui a un problème cardiaque, qui a une opération, est-ce que c'est possible? Alors, oui, c'est ce que... une opération, un bypass, ce serait à discuter avec le cardiologue. Un infarctus, pas dans les 6 premiers mois, mais ensuite, si la fonction physique revient, pas de souci. Si vous n'êtes pas sûr, que votre généraliste n'est pas sûr, ou votre endocrinologue, parlez-en à un cardiologue, il pourra vous faire un test d'effort, et selon la capacité cardiaque, il n'y a pas de souci, ou selon la capacité cardiaque, il faut éviter. En fait, les gens qui ont des problèmes cardiaques, ils vont chez le cardiologue. Si vous voulez être tranquille, vous posez la question au cardiologue. Et il y a juste un médicament, en général, à éviter, comme tu as bien dit, les dérivés nitrés. On les utilise assez peu, mais c'est la nitroglycérine, les gens qui ont l'angine de poitrine, ou les patchs de nitroderme. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a encore cette crainte dans les couples. Hein. Oh, c'est dangereux. Depuis 25 ans qu'il y a diabète, qu'il y a le Viagra, on entend ça souvent. Hein. Mais finalement, le risque, c'est un effort, quoi, en fait. L'activité sexuelle est un effort, c'est ça le risque. Voilà, et comme dans chaque effort, alors en général, à long terme, il est bon pour la santé. À court terme, on augmente, bien sûr, transitoirement un petit peu le risque d'avoir un problème. Par exemple, une personne qui court un marathon prend le risque, charge son cœur, et donc il y a toujours le risque d'avoir un problème cardiaque. Mais globalement, cette personne vivra plus longtemps. Donc voilà, c'est bien de faire de l'activité physique. Le message. Très bien. Puis les gens si des gens souffrent et puis les médicaments ne marchent pas, là, il faut consulter un neurologue. Voilà la prochaine étape. Hein. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Jonathan. Merci, c'était très clair. Merci.